Alors, bonjour à tous. Du fait de l'actualité tragique au Proche-Orient, on souhaitait démarrer une série sur une série de vidéos sur ce sujet-là pour mieux comprendre les enjeux du conflit israélo-palestinien. Alors aujourd'hui, on voulait montrer comment l'assimilation entre de l'antisionisme à l'antisémitisme est une pièce maîtresse du muselage de plus en plus important de l'opinion publique. Et donc pour cela, nous avons invité Dominique Vidal, qui a écrit en 2017 un petit ouvrage intitulé Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron, ouvrage qui a été réédité en 2019. Donc bonjour Dominique Vidal. Bonjour. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir au Café Marxiste. Vous êtes journaliste et historien. Vous avez travaillé au monde diplomatique et vous êtes spécialiste du conflit israélo-palestinien, à propos duquel vous avez écrit de nombreux livres, notamment avec Alain Grèche. Très récemment, Darmanin s'est félicité d'avoir été le seul pays à avoir interdit toutes les manifestations pro-Hamas qui se sont tenues donc après les attaques du 7 octobre. Est-ce que vous pensez que c'est une escalade supplémentaire dans l'instauration du délit d'opinion et du muselage de toute parole dissidente en France ? C'est certainement une escalade, mais ratée, puisque le Conseil d'État a désavoué Gérald Darmanin. Disons qu'il y a toujours cette volonté du pouvoir, mais ça n'est pas neuf. Un des prédécesseurs au gouvernement de Darmanin s'appelait Manuel Valls, et en 2014, la dernière grande opération israélienne contre Gaza, il avait aussi voulu, avec François Hollande, interdire les manifestations. Ça n'avait pas tenu plus d'une semaine. Donc on voit quand même que la propagande médiatique a atteint un point dans lequel tout soutien à la résistance palestinienne ou toute critique de la politique sioniste, coloniale et raciste d'Israël, on est tout de suite accusé d'apologie du terrorisme ou d'antisémitisme. On l'a vu notamment avec le cas Obono ou même de la France insoumise. Vous dites que vous avez décidé d'écrire votre livre le 16 juillet 2017, après la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, à laquelle Macron avait convié Netanyahou. Et à la fin de son discours, Macron déclara « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme ». Et vous dites que jamais un président de la République n'avait jusqu'ici repris à son compte cet étrange amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Et par la suite, en 2019, il y a eu des tentatives, je crois, pour criminaliser l'antisionisme. Donc voilà, une tentative au niveau de la loi. Donc dans une première partie, on vous a aidé un petit peu à définir ce que c'est l'antisionisme. Parce qu'en fait, le sionisme, il trouve quand même son origine dans la question juive. C'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire que, notamment au XIXe siècle, se pose le problème de la persécution subie par les juifs, même si c'est aussi très antérieur, mais il y a beaucoup de problèmes au XIXe siècle. Et se pose aussi la question de la possibilité de leur assimilation dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette origine du sionisme et comment au départ il est quand même lié à la question juive ? Je voudrais dire d'abord que je n'ai pas bougé d'un iota depuis le 16 juillet 2017, puisque le jour même, j'ai donné une interview, si ma mémoire est bonne, au Courrier de l'Atlas, mais peut-être je me trompe, peut-être c'est l'Humanité, peut-être c'est trop loin pour aller vérifier. J'ai toujours dit deux choses. Premièrement, cette phrase d'Emmanuel Macron témoigne d'un analphabétisme historique. Parce que l'antisionisme, on va en parler, c'est d'abord un mouvement juif. C'est-à-dire un mouvement qui ne pense pas que l'avenir des Juifs soit d'aller vivre dans un État en Palestine, mais de se battre pour leurs droits, et des droits souvent méprisés, humiliés dans l'histoire. Pas encore une fois, de déplacer les Juifs pour aller prendre la place des Palestiniens, puisque c'est comme ça que ça s'est fait finalement. Deuxièmement, j'ai dit à l'époque qu'il y avait chez Macron dans cette affirmation la création d'une chose étrangère au droit français, c'est-à-dire un délit d'opinion. Et je pense en fait que les deux erreurs, le mot erreur est un mot plutôt gentil, ont joué dans l'échec de cette opération. À l'époque, Macron avait de toute évidence pensé, et s'il ne le pensait pas, le CRIF
le Conseil représentatif des institutions juives de France le pensait pour lui, aller vers une loi qui prohibe l'antisionisme. Ce qui évidemment est complètement absurde, parce que on pourrait à ce moment-là avoir les communistes qui réclament une loi contre l'anticommunisme, les gaullistes une loi contre l'anti-gaullisme, les altermondialistes une loi... Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose de complètement surréaliste du point de vue du droit français, et c'est évidemment sur ce point-là que Macron a rencontré les plus grandes difficultés. En fait, il a dû, en février 2019, annoncer au dîner du CRIF qu'il n'y aurait pas de loi. Donc c'est un peu... oui, c'est un échec, il faut le dire. Moi, je suis plus intéressé parce que la question du droit de délit d'opinion est une question évidente pour tous les juristes. Il n'y a pas un juriste qui propose sérieusement d'avoir un délit d'opinion. Ça n'existe pas dans le droit français. Peut-être à une exception près, il faut le dire, qui est la loi Guessot. C'est-à-dire la loi qui punit la négation des crimes contre l'humanité, la négation de la Shoah ou d'autres génocides. Hein, c'est pas spécifique au génocide des Juifs, au judéocide, comme on dit. Mais en même temps, de toute évidence, on a eu, si vous voulez, une levée de bouclier, quoi, y compris des proches d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse le plus, j'y reviens, c'est la dimension historique. Parce que les gens ne le savent pas, c'est une histoire très méconnue, l'histoire du sionisme et de l'antisionisme, mais jusqu'en 1939, l'immense majorité des Juifs ne voulaient absolument pas aller en Palestine. C'est pas une affirmation théorique, c'est pratique. 3 millions de Juifs ont quitté l'Europe de l'Est, la Russie, la Pologne, les pays baltes. Où est-ce qu'ils ont été ? Aux États-Unis. En Palestine, en 1939, il y a moins de 500 000 Juifs, c'est-à-dire 2,5% de la population juive mondiale. Donc le fait est clair. Et quand on gratte un peu plus l'histoire, on voit que les communistes étaient hostiles aux projets sionistes, les bundistes, disons les sociodémocrates pour aller vite, étaient aussi hostiles aux projets sionistes. La plupart des religieux, à une exception près, étaient hostiles pour une raison de fond, c'est pour eux, pour qu'on puisse créer un État juif, il aurait fallu que le Messie arrive. Et aux dernières nouvelles, il n'est pas arrivé. Et vous aviez, disons, les mouvements les plus représentatifs de la bourgeoisie juive, qu'on symbolise par telle ou telle famille, mais ça n'a pas de sens, qui n'avaient aucune intention d'aller labourer la terre de Palestine. Ils préféraient faire leurs affaires ou ce qu'ils avaient à faire en Europe ou ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est très important, et je dois dire que j'ai des éléments d'information, je ne peux pas tout à fait expliquer en longueur, mais disons très proches du président, qui, si j'ai bien compris, en fait, n'avait jamais été confronté à ce problème, et donc était sans doute pour de vrai dans une optique selon laquelle l'antisionisme c'était les antisémites. Ben non. Ou alors il faut décider que Freud, qui n'était pas sioniste, on le sait, était antisémite, que Einstein, à qui Ben Gurion avait proposé d'être le premier président d'Israël, et pas Chaim Weizmann, comme ça a été le cas, Einstein n'était pas sioniste, loin de là. Vous avez des hommes politiques, des intellectuels juifs comme Martin Buber, ou Judas Magnes, qui a créé l'université hébraïque de Jérusalem. Bref, tout un courant qui était, eux aussi... Au fond, le sionisme était un groupe minoritaire parmi les Juifs. Alors après, ça change, évidemment, parce qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale, le génocide des Juifs, et un problème tout à fait concret, pas seulement idéologique, qui est que des centaines de milliers de survivants du génocide ne veulent pas ou ne peuvent pas rentrer chez eux. Je pense en particulier aux Juifs polonais, parce que quand ils rentraient chez eux, en demandant à juste titre leur maison ou leur atelier ou leur petite entreprise, la réponse était souvent un pogrom. Je parle d'après la Seconde Guerre mondiale. Les pogroms existent avant, en Russie, en
Pologne, mais ça continuait. Donc, si vous voulez, pour les juifs polonais, pas question de rentrer en Pologne. Pour les juifs soviétiques, très vite, une hésitation, parce que Staline, à la fois soutient les forces juives en Israël, mais les persécute en Union soviétique. Donc on a, voilà, la prudence veut qu'on n'y rentre pas. Donc tout le monde veut aller aux États-Unis, sauf que depuis 1924, les États-Unis se sont dotés d'une législation hostile à l'émigration, que même Roosevelt n'a pas pu modifier. Et par conséquent, les organisations sionistes ont eu un terrain formidable pour proposer aux gens de refaire leur vie en Palestine. Et il y a environ 400 000, 500 000, enfin les chiffres sont discutables, survivants qui ont été vivre là-bas, non pas par sionisme, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, d'autres choix, pour continuer à vivre. Donc tout cela incite à beaucoup de prudence quand on fait des amalgames comme antisionisme égale antisémitisme. Soit dit en passant, les deuxième et troisième vagues d'immigration vers Israël, une fois Israël créé, c'est-à-dire les juifs mizrahim, orientaux. Ici en France on dit séfarade, le mot n'a pas de sens parce que séfarade ça veut dire Espagne en hébreu. Donc c'est pas seulement l'Espagne, c'est des juifs du monde arabe essentiellement, une partie de juifs africains aussi. Bon, mais ces gens-là, pareil, n'ont pas demandé par choix sioniste à venir en Israël. Ils ont été soit chassés des pays arabes où ils vivaient, soit l'agence juive à l'époque est venue les chercher pour les emmener en Palestine. Et quand vous regardez les juifs soviétiques, qui sont la troisième grande vague dans les années 90, là, d'immigration, d'abord, la grande majorité ne sont pas juifs, et comme il n'y avait plus de culte juif, de communauté juive avec des états civils, comme c'était le cas avant, comme la circoncision n'était plus pratiquée en Union soviétique, bref, c'était facile de se dire juif pour pouvoir partir. La seule manière pour un soviétique de quitter l'Union soviétique à l'époque, c'était de se dire juif, et du temps de Gorbatchev, il y avait eu un accord avec Shamir, qui était Premier ministre israélien à l'époque. Et c'est assez curieux, on a aujourd'hui, on le voit bien, une communauté d'ex-soviétiques qui mangent du porc, qui ne vont pas à la synagogue, enfin pas tous, mais une partie significative. C'est-à-dire au fond, les vrais sionistes en Israël, ils sont relativement peu nombreux. D'accord. Bah, on va revenir un petit peu sur tout ça, un petit peu en détail. Quels sont les postulats qui fondent le projet sioniste au départ ? Le projet sioniste, il naît dans la tête de Theodor Herzl relativement tard. Parce qu'au départ, Herzl est un assimilationniste. Il est même, si on peut le dire, un conversionniste. C'est-à-dire pendant toute une période, en Autriche, là où il vit et travaille comme journaliste, comme auteur aussi, il est partisan de la conversion des Juifs au christianisme pour régler le problème. Bon, on sait que c'était une idée utopique. Les nazis ne s'occupaient pas de la religion des gens, mais de leurs origines, soi-disant raciales. Hein. Oui. Donc Herzl était assimilationniste et conversionniste. Il arrive en France comme envoyé d'un grand journal autrichien, et il est là au moment du procès de Dreyfus. Il assiste même à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour des Invalides, hein, la cour avant des Invalides. Donc il y a chez lui une espèce de choc à cette vision, pas seulement de la dégradation de Dreyfus, mais du fait qu'une partie de la classe politique et des intellectuels français sont anti-Dreyfusards. Il n'y a pas que Zola et J'accuse, hein, il y a beaucoup d'autres figures qui sont anti-Dreyfusards. Donc c'est un premier point. Deuxième point, il connaît évidemment, parce que ça s'est produit avant et après, il connaît les pogroms auxquels je faisais allusion en Russie, en Pologne, etc. Donc il déduit de ces deux événements, je lui fais grâce du doute sur sa sincérité. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a écrit et fait.
Donc ils pensent que les Juifs ne peuvent pas s'assimiler aux sociétés dans lesquelles ils vivent, et que la solution, c'est que comme les autres peuples, puisqu'ils considèrent que c'est un peuple, ils ont droit et ils ont droit à la Palestine, puisque les Hébreux avaient la terre promise. Mais bon, c'est une terre promise très religieuse, elle n'est pas très politique. C'est-à-dire il faut attendre le 19e siècle pour avoir réellement une pensée politique de la terre promise. Donc c'est une idée qu'il exprime dans un livre qui s'appelle L'État des Juifs. Et un an plus tard, l'État des Juifs c'est 1896, le premier congrès sioniste c'est 1897 à Bâle. Il réunit donc tous ceux qui partagent à travers le monde son projet, qui ont lu son livre, se sont manifestés envers lui. Et donc il crée un mouvement, le mouvement sioniste, qui a pour but la création, alors le mot est important parce qu'après il y aura beaucoup de variantes, d'un foyer national juif garanti internationalement en Palestine. Donc le but de Herzl, c'est pas seulement d'avoir ce projet d'y rallier un maximum de personnes, c'est aussi d'y rallier les grandes puissances mondiales, et la principale à l'époque, ce ne sont pas les États-Unis, ça c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais à l'époque c'est l'Angleterre, enfin ce sont les différents pays qui constituent le Royaume-Uni, qui ont une place prédominante dans le monde, et en particulier dans le monde arabe. Donc il va faire du lobbying auprès de grandes puissances, voilà, pour son projet qui est politique en fait, et qui est beaucoup plus politique que religieux finalement. Ah, il n'est pas du tout religieux. Herzl, dans son journal et dans l'autre livre qu'il a écrit, qui s'appelle, où il décrit, disons, le futur État juif, il dit: nous maintiendrons les rabbins dans leur synagogue. Donc c'est non seulement un homme laïque, mais disons une laïcité de combat, à son avis. Et du coup, il postule l'existence d'un peuple juif, oui, son impossibilité de s'assimiler voilà, où il vit, le droit à la terre promise, entre guillemets, et l'inexistence sur cette terre d'un autre peuple qui aurait lui aussi des droits. C'est ça. Voilà. Vous dites que ces postulats, donc, ils sont très discutables, en fait. Ah bah, tous sont discutables. Ça, nous l'avons, Alain Grèche et moi, écrit il y a bien longtemps. Notre premier livre date de 1984, autant que ma mémoire ne me trahisse pas. Et déjà, à l'époque, on disait, d'abord, est-ce que c'est un peuple? Vraie question. Vous avez des gens en Israël qui viennent, des Juifs, j'entends, qui viennent de 150 pays, qui ne parlaient pas la même langue à l'époque, qui n'avaient pas les mêmes rites religieux. Le rite séfarade est différent du rite ashkénaze, ou disons des ultra-orthodoxes venus de Pologne ou de Russie. Vous n'avez pas les caractéristiques territoriales d'un peuple, puisqu'il est dispersé à travers le monde. Bref, la notion de peuple juif est une notion vraiment plus que discutable. Depuis, Shlomo Zand a consacré un livre célèbre à cette question, comment le peuple juif fut inventé. Le droit à la Palestine, c'est presque encore plus absurde, parce que, à travers l'histoire, il y a eu au bas mot une quinzaine d'occupants de la Palestine. Pourquoi les uns, pas les autres? Impossible. Et puis, je dirais, l'idée de créer une espèce de bloc homogène à travers ces juifs venus de tous les pays de la terre, ou quasiment, c'est une idée absurde, parce qu'elle est la volonté d'imposer une identité commune à des gens dont les identités sont très variables. Et on le voit aujourd'hui, c'est un des éléments du drame. Le premier élément, c'est l'expulsion et la négation du droit des Palestiniens à l'autodétermination. C'était bien le moins, puisque l'ONU avait créé 2 États, pas un, on le sait. Et les responsabilités dans le fait que le plan de partage n'ait pas été appliqué, elles sont pour le moins partagées. Les dirigeants sionistes savaient très bien qu'ils auraient, disons, la possibilité, avec la guerre qu'ils prévoyaient, qu'ils avaient vu venir, évidemment, d'étendre leur territoire et de noyer la Palestine. Elias Sambar aime bien dire, je trouve ça assez beau d'ailleurs, que la Palestine s'est noyée
en 1948. 47, 48, 49. Voilà. Donc tout cela est fondamentalement discutable. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur le rôle des impérialismes, notamment britanniques, et après d'autres. Parce que pour mettre en œuvre leur projet, les sionistes vont d'abord obtenir l'aide de l'impérialisme britannique. Alors quel est l'intérêt des Britanniques dans ce projet-là? Il y a deux dimensions de la décision britannique de publier la fameuse déclaration Balfour le 2 novembre 1917. Il y a un but à court terme. On l'oublie, mais dans cette période de la Première Guerre mondiale, les Alliés sont en grande difficulté. Les Allemands ont développé des offensives plutôt réussies sur les fronts. Vous avez la menace, à travers la révolution russe, la première révolution de Kerensky, que la Russie se retire de la Première Guerre mondiale, donc que l'Allemagne n'est plus à combattre sur deux fronts, mais sur un seul, avec beaucoup plus de force. Et l'illusion ou la croyance, on peut répondre comme on veut l'un ou l'autre, que les Juifs, au fond c'est un peu antisémite la démarche des Britanniques. Pour eux, les Juifs peuvent aider la Grande-Bretagne à imposer aux États-Unis l'intervention de l'armée américaine, qui n'est pas grand-chose à l'époque. Mais bon, il fallait absolument que les troupes américaines viennent au secours des troupes alliées. Il y avait aussi l'idée de faire en sorte que les Juifs très présents parmi les dirigeants révolutionnaires russes, mencheviks et bolcheviks, fassent en sorte que l'Allemagne reste, que l'Allemagne ait à combattre encore la Russie. Et puis, disons que dans le court terme, les Britanniques voyaient la déclaration Balfour comme la possibilité de s'allier avec les Juifs pour que les Juifs fassent, disons, le lobbying des intérêts britanniques. Il y a évidemment une vision à plus long terme. À l'époque, la Grande-Bretagne, je le répète, est la première puissance impérialiste. Le canal de Suez est ce qu'on appelle la lifeline de l'Empire, puisque c'est par le canal de Suez que on va aux Indes et dans l'ensemble du monde du Sud. Et donc, les Anglais se disent, tenir la Palestine, c'est comme tenir le contrôle géopolitique, si on peut dire, à l'époque c'est un peu anachronique comme terme, le contrôle du canal de Suez. Et puis, on le sait mieux depuis quelque temps, on est dans les premières explorations des ressources pétrolières. Les Britanniques savent qu'il y a beaucoup de pétrole dans la région, et donc la Palestine est un moyen de, là aussi, mettre le pied là où il faut pour exploiter au profit des grandes multinationales qui vont se créer petit à petit dans l'entre-deux-guerres déjà. Voilà. C'est donc une vision à la fois à court terme et à long terme. Mais on arrive à peu près à la Deuxième Guerre mondiale, et là, petit à petit, les Britanniques vont se retirer parce que ça commence à poser tout un tas de problèmes. Il y a même des attentats terroristes d'Israéliens. Ça, c'est après. Voilà. Mais il faut se souvenir, parce que sinon on ne comprend pas comment le drame s'est noué en 47, 48, 49. Il y avait eu, entre 36 et 39, une sorte de grève générale insurrectionnelle des Palestiniens arabes contre le pouvoir mandataire britannique. Donc, depuis 1922, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, a donné le mandat sur la Palestine aux Britanniques. Et plus l'immigration juive se développe, de manière relative, je l'ai dit tout à l'heure, et plus il y a de la part des Arabes la compréhension que ces gens ne viennent pas comme des invités qui seraient volontiers accueillis, comme ça a toujours été le cas de la Palestine auparavant, mais comme une puissance qui veut prendre leur place et s'installer à leur place. Qui a le soutien des Britanniques. Avec le soutien des Britanniques. Donc, si vous voulez, cette grande révolte palestinienne, elle est très importante parce que elle est écrasée dans le sang d'une manière extrêmement violente. Et donc, la société palestinienne se retrouve sans élite.
Les élites ont été réellement décimées au sens propre du terme, même plus que décimées. Donc, quand, après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement sioniste, de mouvement relativement pacifique qu'il avait été, s'est déjà engagé dans la répression de la Grande Révolte, c'est drôle, on dit la Haganah, c'est une armée clandestine. Elle n'est pas du tout clandestine. Les Britanniques font appel à la Haganah pour les aider à réprimer les Palestiniens. Donc, sans parler de l'Irgun, du mouvement, disons, fasciste, pour aller vite, au sein du mouvement sioniste. On appelle ça le sionisme révisionniste, de Vladimir Zev Jabotinsky. Donc, on a là, oui, on a quelque chose qui s'est développé sous forme d'un mouvement terroriste. C'est-à-dire que l'Irgun et sa scission, qui s'appelle le groupe Stern, ou le Lehi, comme on veut, sont engagés dans une bataille terroriste à partir de 1946, contre les Britanniques et contre les Palestiniens arabes. Je dis arabes parce qu'à l'époque, palestiniens, les Juifs le sont aussi. La Palestine, c'est un mandat britannique, donc c'est plus tard que le terme prendra le sens d'Arabes de Palestine et pas de Juifs de Palestine. Donc il y a un mouvement extrêmement violent qui est rejoint par moments, pas toujours, par la Haganah, c'est-à-dire l'armée officielle ou officieuse, comme on veut, mais ça n'a pas d'importance, du mouvement sioniste, des dirigeants sionistes, de la majorité, disons, sioniste. Et donc ça explique cette révolte de 36-39 qui est réprimée vraiment d'une manière extrêmement féroce. Ça explique que les Palestiniens soient si faibles après le plan de partage quand les sionistes décident non pas de se battre contre le monde arabe, c'est pas leur problème, mais de faire en sorte que leur État, qui leur a été accordé par l'ONU, le 29 novembre 1947, soit plus grand et plus homogène, comme on disait à l'époque, que possible, c'est-à-dire qu'il y ait un nettoyage ethnique de la Palestine, et qu'il soit, disons, en état de faire en sorte que la Palestine, comme je le disais, se noie. Donc ça, c'est ce qui arrive donc en 47. Donc on a 46, 47. On a l'ONU donc qui partage la Palestine en deux États. Et dès le lendemain, en fait, on a des affrontements, on a une guerre qui éclate entre les Arabes qui veulent pas, qui refusent cette arrivée en gros. Il faut dire qu'il y a deux guerres. C'est ça aussi qui est un peu difficile quand on ne connaît pas suffisamment le sujet. Il y a une guerre jusqu'au 15 mai 48. À partir de 47, mais bon, on remonte aussi bien loin, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre enfin pas encore judéo-palestinienne. Les pays arabes sont pas présents. On a retrouvé les nouveaux historiens israéliens, qui est un courant sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque où ils n'étaient pas connus en France, ont découvert dans les archives qui s'étaient ouvertes à partir des années 80 la preuve que, c'est pas très connu ça, au moment où Israël est proclamé indépendant, c'est-à-dire le 14 mai 48, il y a déjà plus de 400 000 Palestiniens qui ont été expulsés. C'est-à-dire la majorité des expulsés, si on est à 800 000 à peu près, disons, ça a été expulsé avant la guerre strictement israélo-arabe. Et là, effectivement, à partir du 15 mai 48, des régiments arabes pénètrent sur le territoire de la Palestine, et ils pénètrent sans plan coordonné, et on peut le dire avec le recul maintenant, pas pour empêcher la naissance de l'État d'Israël, mais pour empêcher le roi Abdallah de Transjordanie, la Jordanie d'aujourd'hui, de mettre la main sur ce qui resterait de l'État palestinien arabe. Et effectivement, ce qui est stupéfiant quand on regarde les dates, c'est que le 17 novembre 1947, donc 12 jours avant le plan de partage de l'ONU, qui prévoit, comme vous l'avez dit, 2 États, on a une rencontre entre Golda Meir, déguisé en bédouin, avec le roi Abdallah, et le vrai partage, c'est dans cette rencontre qu'il est organisé, c'est-à-dire le roi Abdallah s'engage à ne pas intervenir avec la Légion arabe qu'il a
plus forte des armées arabes de la région, à ne pas intervenir sur le territoire prévu pour Israël, et en échange, Golda Meir lui promet que après la guerre, qu'elle sent venir, et que lui aussi sent venir, il pourra annexer tout ou partie de ce qui reste. C'était prévu pour l'État palestinien. Voilà. Et donc, le vrai plan de partage, c'est celui-là. Et c'est effectivement ce qui va se passer. La Légion arabe n'intervient pas sur le territoire israélien, elle participe au combat autour de Jérusalem, mais parce que Jérusalem ne fait pas partie du plan de partage entre arabes et juifs, Jérusalem, c'est, pour le plan de partage, une zone internationale. Donc on a effectivement, premièrement, Israël augmente son territoire d'un tiers. Deuxièmement, l'État palestinien ne voit pas le jour. Troisièmement, le reste, Jérusalem-Est et Cisjordanie, est annexé par le roi Abdallah de Jordanie, et l'Égypte est non pas annexée, mais occupée par les Égyptiens. Donc il n'y a plus de terre pour former un État palestinien, et personne d'ailleurs à l'époque n'évoque cette possibilité. Donc le bilan de tout ça en 1949, donc c'est 800 000 Palestiniens chassés, plus de 500 villages détruits et 11 villes vidées de leurs habitants. Vous nous expliquez que donc pour les dirigeants sionistes, le fait d'avoir un État juif, ça leur suffit pas, mais qu'ils veulent avoir une majorité écrasante au sein de cet État. Et que aussi le sionisme, on voit que ça rime avec l'expansionnisme, en fait, dès le départ. En fait. Bien sûr. La création de l'État d'Israël. Bien sûr, mais c'est aussi ce qui crée sa faiblesse. On va y revenir. Hein. Bon, ce qui est clair, c'est que le mouvement sioniste, il veut avoir, je le répète, c'est des mots qui sont dans le journal de Ben Gourion. Hein. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas photo. Hein. Un État aussi grand et homogène que possible. Grand, ça veut dire le territoire. Homogène, ça veut dire sans Palestiniens arabes. Et effectivement, la guerre judéo-palestinienne et la guerre israélo-arabe aboutissent à l'expulsion. Mais les chiffres sont très discutables. Parce que ça dépend de quelle période on parle. Si on démarre au plan de partage du 29 novembre 1947 et qu'on va jusqu'aux accords de cessez-le-feu de 1949, on est au moins à 800 000, sans doute à 900 000. Parce qu'il y a une partie de l'épuration ethnique du sud, c'est-à-dire entre Tel Aviv et la bande de Gaza, qui se fait tardivement. C'était pas prioritaire dans les plans de bataille des dirigeants sionistes. Donc on a vraiment une détermination à avoir le plus de territoire possible avec le moins d'Arabes que possible. Sauf que plus le mouvement sioniste va conquérir de terres, je pense en particulier à la guerre de 67, où il occupe le Sinaï, pour ce qui est de l'Égypte, mais la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan, Jérusalem-Est, alors là, on est devant une contradiction qui est encore aujourd'hui un nœud du problème. C'est que plus on a de terres, plus on a de population arabe. Parce que la population arabe est dense, et elle est dense dans des villes qui sont désormais partie prenante de l'État d'Israël, agrandi en 67, il a quadruplé de surface. Et donc on a, si vous voulez, cette contradiction qui va monter avec la démographie, parce que c'est évidemment la démographie un des facteurs les plus importants de tout ce conflit, quoi. Vous avez un État qui se dit juif et démocratique, jusqu'en 2018. On y reviendra, faut le noter. Alors, il y a là-dedans, dans cette formule, un oxymoron, comme disait le sous-commandant Marcos, qui adorait cette formule, elle est dans presque tous ses textes. Un oxymoron, ça veut dire deux termes antagonistes. Voilà, un oxymoron. Pourquoi ? Parce que si vous voulez un État juif,
il ne faut pas avoir de Palestiniens qui soient Il y majoritaires. a le risque qu'il y ait de plus en plus de Palestiniens. Ah oui, or il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a plus de Palestiniens, 7 300 000, que de Juifs, 6 900 000, sur le grand Israël. Donc, si vous voulez un État juif, vous êtes obligé de faire ce que maintenant on appelle, à la suite de B'Tselem, de Human Rights Watch et d'Amnesty, un système d'apartheid. Là encore, il n'y a pas photo. C'est pas un mot, un jugement de valeur. C'est un système que décrit la Convention de l'ONU qui a défini l'apartheid et la lutte contre l'apartheid. Donc ça, c'est une version. Ou bien vous voulez être un État démocratique. Mais à ce moment-là, le jour où les Arabes sont majoritaires, vous n'êtes plus juif. Ça, c'est le cœur des contradictions de tout le mouvement sioniste du début jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous dites qu'en 2018... 2018, ça change. Pourquoi? Parce que Netanyahou décide de légaliser ce qui était déjà une réalité de fait. Donc l'État d'Israël n'est plus défini comme juif et démocratique. Le mot démocratique n'apparaît pas dans la loi du 19 juillet 2018. Elle s'appelle Loi État-nation du peuple juif. Et le premier article dit « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination ». Autrement dit, l'apartheid, il est inscrit dans le marbre constitutionnel puisque c'est une loi fondamentale. Il n'y a pas de constitution en Israël parce que Ben Gourion ne voulait pas se fâcher avec les religieux et les religieux disaient, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de Messie, il n'y a pas d'État juif. Donc il y a simplement des lois dites fondamentales, basic laws, qui organisent les institutions du pays. En l'occurrence, donc, c'est État-nation du peuple juif avec autodétermination pour les seuls Arabes. Mais il n'y a pas que ça. On a un article 4 qui retire à l'arabe le statut de langue d'État qu'il avait jusqu'en 2018 au même titre que l'hébreu. Et il y a un article 7, tout ça tient sur un feuillet. L'article 7 dit que la colonisation est une valeur que reconnaît et développe le mouvement, enfin l'État d'Israël, pas seulement le mouvement sioniste, l'État en tant que tel. Donc on est devant un monstre juridique qui, disons, oui, légalise des pratiques courantes. Alors, évidemment que ce débat sur l'apartheid a pris des proportions un peu hallucinantes et hallucinées, parce que les gens voulaient que ce soit l'Afrique du Sud. Non, l'apartheid, c'est un système de domination d'un groupe sur l'autre ou sur les autres. Et ça a existé dans d'autres pays que la Palestine et d'autres pays que l'Afrique du Sud. Mais il y a, disons, au-delà de la loi fondamentale, la loi constitutionnelle que j'ai évoquée, il y a surtout, à mon avis, parce que c'est là qu'on voit que c'est effectivement l'apartheid, une loi sur les terres d'Israël qui date des années 60 et qui dit, SIC, premier article, la terre d'Israël appartient au peuple juif. Et il y a des articles ensuite qui disent qu'on ne peut pas la céder à qui que ce soit qui n'est pas juif. Et effectivement, vous pouvez aller regarder les archives de la Cour suprême en Israël, cette Cour suprême que les Israéliens, beaucoup d'Israéliens défendaient comme un dernier rempart de leur démocratie, mais c'est pas un rempart tout à fait efficace. C'est-à-dire que souvent la Cour suprême a donné raison aux colons, en particulier contre les Palestiniens. Mais la terre, concrètement, là c'est plus la loi, concrètement, aucun non-juif ne peut acquérir ou louer de maison sur une terre qui appartient au peuple juif, à travers le Fonds national juif, etc. Donc, vous avez une deuxième loi, l'apartheid, et puis vous avez des pratiques et des règlements qui permettent cette domination du groupe juif sur le groupe arabe, druze, etc. Parce que, par exemple, dans une loi votée en 2011, à l'intérieur de la loi, il y a la création, pour toutes les localités juives où le problème se pose, c'est-à-dire où il y a des Palestiniens arabes qui demandent à acheter de la terre ou à récupérer de la terre, etc., on leur oppose un comité d'admission
qui est réuni chaque fois qu'un arabe veut, encore une fois, acheter de la terre ou louer une maison. Et ce comité d'admission décide, c'est le terme en hébreu, est-ce que la personne qui demande est convenable? Alors, c'est pas très difficile de comprendre que convenable, ça veut dire juif. Et pas juif, ça veut dire pas convenable. Oui, donc on a vraiment un régime d'apartheid qui est entériné Voilà. Aujourd'hui. Et il y a en plus des pratiques. J'y insiste parce que c'est un débat tellement pipé que c'est important de le dire. Il y a, par exemple, la possibilité pour les Arabes israéliens, les Palestiniens d'Israël, de ne pas faire le service militaire. Dans un sens, c'est logique, puisque en cas de guerre, ils seraient pris entre deux feux. Est-ce qu'ils sont d'abord des citoyens israéliens, donc participent au conflit du côté de Tsahal, de l'armée israélienne, soit ils sont palestiniens et donc ils participent, mais du côté de leurs frères, au-delà du mur, au-delà de la... Donc, en soi, c'est pas scandaleux. Mais il y a toute une série de professions en Israël pour lesquelles il est indiqué qu'il faut avoir fait son service militaire pour les occuper, pour en être membre. Et donc, on a encore un système d'apartheid, mais là, c'est simplement un apartheid par un biais plus ou moins juridique, pas, mais plus ou moins. Voilà. Donc, dans la suite de votre livre, donc là on a défini un peu ce qu'était le sionisme jusqu'à aujourd'hui, ses conséquences, aussi la fascisation qu'on observe aujourd'hui, avec l'ultrasionisme on va dire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler assez rapidement des différentes formes d'antisionisme qui peuvent exister Mais c'est-à-dire que dans ce conflit, comme tous les conflits, hein, il y a une très longue histoire. Celle-là date de plus d'un siècle, hein, donc on est... Si on part de 1896, le premier livre de Herzl, L'État des Juifs, on est quand même dans une... Donc, les mots recouvrent des réalités qui sont évolutives. Donc, à l'époque de Herzl, et jusqu'en 1939, l'immense majorité des Juifs est antisioniste, ou n'est pas sioniste, comme vous voulez, on peut nuancer, parce qu'ils ne croient pas à l'idée d'aller créer un État juif en Palestine. Après la Seconde Guerre mondiale, après le judéocide, la situation se modifie parce que l'État d'Israël voit le jour et, comme je vous le disais, les militants de l'agence juive s'efforcent de convaincre les réfugiés et plus au-delà les juifs à travers le monde de la nécessité de venir en Israël vivre leur vie juive. Donc c'est vraiment une opposition jusqu'en 1939 à l'idée même d'État juif. À partir de 1948, des antisionistes ne sont évidemment pas, sauf pour Emmanuel Macron, mais bon, c'est ce que j'appelais son analphabétisme sur le sujet. On a toujours des antisionistes, mais dont le but n'est plus de ne pas faire d'État juif, puisqu'il existe, et il existe avec la bénédiction des grandes puissances, etc., y compris l'Union soviétique. Hein. Pas oublier que la guerre qu'Israël a menée contre les Palestiniens et le monde arabe, successivement, elle est appuyée du côté israélien et par les Américains et par les Soviétiques. Au moment même où Staline persécute les Juifs d'Urs, il y a le procès du comité antifasciste juif, etc., enfin bon, une véritable répression. Mais en même temps, il soutient les forces juives. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est pour la même raison. C'est-à-dire que le soutien qu'il apporte pour des raisons tactiques et stratégiques au peuple, enfin aux forces juives en Israël pendant la première guerre de 47-49, elle risque d'alimenter le nationalisme, ce qu'il appelle lui le nationalisme juif en URSS. Donc il faut le réprimer. En même temps. C'est pas évident, mais le grand écart, il l'a fait, et Ben Gourion l'a reconnu. Il y a un texte très intéressant où Ben Gourion dit « Sans les armes et l'aide en général politique, démographique, militaire, etc., de l'Union soviétique, nous n'aurions pas gagné. » Et quand on connaît bien le récit des combats lui-même, à travers tous ces mois, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que les Américains ont donné de l'argent, mais les armes, elles venaient de Prague sur l'insistance
de Moscou. Donc on a à l'époque une forme, si vous voulez, d'antisionisme qui petit à petit va se fixer pour but, non pas de, comme disent certains, détruire l'État d'Israël, mais de le transformer. Donc au lieu que l'État d'Israël soit un État juif et démocratique, disons, ou État juif, État-nation du peuple juif, pire, ce serait, disent les antisionistes, un État de tous ses citoyens. Donc un État dans lequel les Juifs et les Arabes et tous les autres aient les mêmes droits, ça veut dire les mêmes droits nationaux à l'autodétermination, les mêmes droits politiques et les mêmes droits individuels. Ça, c'était la pensée du courant binationaliste juif dans les années de l'entre-deux-guerres, mais c'est aussi la pensée des mouvements qui vont se créer, que ce soit le Parti communiste israélien, que ce soit le Matzpen, qui est une organisation à l'origine trotskiste, mais qui a pris un tout autre caractère ensuite, etc., etc. Et aujourd'hui, ce fameux débat entre deux États ou un seul, comme issue du conflit, c'est un débat qui n'est pas compréhensible si on n'a pas en tête cette forme d'antisionisme qui est plutôt, je dirais, une pensée progressiste visant à réaliser l'égalité des droits entre juifs et arabes en Palestine. Après, sous quelle forme, entre nous, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est l'égalité. Après, ça peut être dans deux États, chacun a son droit à l'autodétermination dans son État, ou bien on a un seul État dans lequel arabes et juifs ont les mêmes droits. Enfin, je veux dire, on peut avoir une confédération avec la Jordanie. Toutes les formes, les traductions, disons, institutionnelles de l'égalité des droits sont possibles. Mais le cœur du sujet, c'est l'égalité des droits. J'aimerais aussi que vous reveniez un petit peu sur les contradictions qui peuvent apparaître dans le mouvement sioniste aujourd'hui. Et à ce sujet-là, vous donnez une citation de Avraham Burg, donc qui est ancien président de la Knesset et ex-président de l'Organisation sioniste mondiale, et qui disait en 2003 le mal dont souffre Israël, c'est la colonisation. Tout édifice bâti sur l'insensibilité à la souffrance d'autrui est appelé à s'effondrer avec fracas. Indifférents au sort des enfants palestiniens, pourquoi sommes-nous surpris de les retrouver un rictus de haine à la bouche, se faisant exploser en martyrs d'Allah? Même si on tuait 1000 terroristes par jour, rien ne changerait. Il faut une frontière incontestée, un plan social, etc. Donc en fait, avec la guerre, avec les inégalités énormes qu'on voit en Israël, et aussi, vous l'avez dit, avec le travail de certains historiens comme Shlomo Sand, etc., on observe une crise du sionisme importante aujourd'hui, et même dans les dirigeants qui étaient vraiment les plus sionistes, on va dire, il y a une apparition d'une forme de post-sionisme, parce qu'il y a des contradictions importantes qui se font. Bien sûr. Si vous voulez, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, quoi. Les contradictions du mouvement sioniste, elles apparaissent durant l'entre-deux-guerres. Il y a un mouvement travailliste, d'origine, disons, social-démocrate pour l'essentiel, qui est au pouvoir des années 20 jusqu'à 1977. Avant sur le Yishuv et après sur Israël. Face à ce mouvement travailliste, vous avez ce qu'on appelle le sionisme révisionniste, qui est l'œuvre d'un homme qui s'appelle Vladimir Zev Jabotinsky, et qui, à l'époque, il faut le dire parce que sinon on n'y comprend rien, jouit du soutien actif du régime fasciste italien. Pas des nazis, hein. Ça, c'est pas vrai. Mais il est vrai que Mussolini a beaucoup de considération pour Jabotinsky. Il dira un jour au futur grand rabbin d'Italie, vous avez un vrai fasciste, c'est Jabotinsky. C'est pas seulement du blabla, c'est aussi une école de cadres du Bétar, le mouvement que Jabotinsky a créé, dont le Likoud est le dernier rejeton, disons. Vous avez un émetteur,
à Bari, dans le sud de la botte italienne, qui diffuse sur tout le Moyen-Orient et qui est accessible pour les sionistes révisionnistes. Bref, il y a vraiment plus qu'un pax, hein, c'est vraiment un mariage entre le fascisme italien et le fascisme jabotinskiste, disons. Quelles sont les divergences entre les deux ailes qu'on peut retrouver à travers l'histoire, mais j'en parle dans les années 30, c'est plus simple pour partir des origines. Il y a d'abord une divergence sur l'objectif, c'est-à-dire que les travaillistes, à partir de 1937 et du premier plan de partage proposé par les Britanniques pour vaincre politiquement, croyait-il, la grande révolte arabe, que le mouvement sioniste accepte majoritairement, c'est de réduire leurs ambitions à la seule Palestine, sans y intégrer la Jordanie. Mais il faut savoir que lorsque la Société des Nations a donné le mandat sur la Palestine aux Britanniques, ce mandat incluait ce qu'on appelait la Transjordanie, qui est aujourd'hui la Jordanie. Donc, pour les travaillistes, on peut se contenter, entre guillemets, de la Palestine, qu'on appelle aujourd'hui Palestine, du mandat, comment dirais-je, revu par les Britanniques qui ont séparé la Jordanie pour avoir une base arrière en cas de difficulté dans la région. Les révisionnistes, eux, veulent une Palestine des deux côtés du Jourdain. C'est clair, ça intègre. C'est une première divergence importante. Deuxième divergence importante, la vision qu'ont les révisionnistes, c'est une vision essentiellement militaire. Le mouvement travailliste aussi, mais beaucoup moins. C'est-à-dire, il y a une espèce de fascination de la force militaire pour Jabotinsky, qui écrit en 1923 un article qui est très intéressant, qui s'appelle « La muraille de fer » ou « Le mur d'acier », enfin ça a été traduit différemment, et où il dit, tant qu'on n'aura pas écrasé les Arabes, avec le mur de fer, c'est-à-dire avec une force armée, on ne pourra pas s'en sortir. Après, on pourra discuter, quand ils n'auront plus l'espoir d'être indépendants sur ce territoire. Il y a une troisième divergence entre les sionistes de gauche, entre guillemets, et les révisionnistes, c'est que pour les Ben Gourion et ses proches, la société qu'ils veulent, c'est une société de caractère socialiste. Hein, on peut discuter longuement jusqu'à quel point, mais en tout cas, il y a une pensée qui est influencée par l'expérience communiste. Kibbutz, ça rappelle beaucoup les sovkhozes, les moshav, ça rappelle ce qu'on appelait les kolkhozes en URSS, etc. Donc, ça, c'est une vision relativement socialiste ou social-démocrate de la société. Pour Jabotinsky et ses partisans, c'est une société, on pourrait dire, néolibérale. Enfin, vraiment, la droite juive, dès les années 30, c'est une droite qui est représentative des catégories bourgeoises, ashkénazes, européennes, hein, de juifs venus d'Europe, et une pensée capitaliste. C'est ce que dit Jabotinsky. Alors, si on ne disait que ça, on pourrait se dire, bon, au fond, il y a deux ailes. Sauf que les deux ailes sont d'accord sur l'essentiel. C'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens, la colonisation de l'ensemble de la Palestine, et donc la maîtrise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est tout à fait juste, non seulement d'un État juif, mais d'un État juif à majorité juive. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ni l'expansionnisme, ni le problème que ça pose, puisqu'aujourd'hui, mais on le voit d'une manière tragique avec les événements actuels, on est quand même devant les conséquences ultimes de la vision sioniste que partagent l'ensemble des courants politiques, parce que la gauche s'est effondrée faute d'avoir proposé une alternative de paix. Ça fait des années que le camp de la paix, comme on dit, n'existe plus. Vous avez
confiance totale dans l'instrument militaire et pas politique. Au fond, quand on essaye de penser la stratégie, si on peut dire, la tactique de Netanyahou, c'est l'idée qu'on peut faire la paix avec le monde arabe sans régler la question palestinienne. C'est les accords d'Abraham, les Palestiniens n'y sont pas. Et chaque fois que cette stratégie connaît de nouveaux développements, chaque fois on vérifie que c'est faux. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, les Palestiniens sont là. Il y avait peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, un très grand écrivain palestinien d'Israël, qui est mort il y a un certain temps, qui s'appelait Émile Habibi. Il est très connu pour un livre qui s'appelle Saïd le Peptimiste, donc optimiste et pessimiste. Et je l'ai interviewé, c'est un homme très impressionnant, très charismatique. Quelques semaines avant sa mort, et il me disait, mais Dominique, tu vois bien, on est tous dans la même barque. Si la barque coule, on coule, et les Juifs et les Arabes, tout le monde coule. Avant de passer donc à la question de l'antisémitisme un petit peu pour qu'on puisse comparer notamment ce qui se passe en France, la place de l'antisémitisme en France, je voudrais juste vous demander, parce que dans votre livre vous ne parlez pas du rôle des États-Unis dans le développement du prohibitionniste aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si vous pouvez un petit peu développer cet aspect-là rapidement. Non, mais les États-Unis, leur présence n'intervient qu'après la Seconde Guerre mondiale, en réalité. Donc, toutes les administrations américaines, sans exception, se sont tenues aux côtés d'Israël, l'ont financé, encore maintenant à hauteur de 4 milliards de dollars par an, quand même. Bon, c'est plus la même proportion, parce que le produit national brut israélien a beaucoup cru, hein, il est devenu un PNB de puissance importante. Mais les raisons pour lesquelles les Américains ont soutenu et soutiennent encore, bien que de manière moins nette, Israël, c'est d'abord une identification des évangélistes américains à l'idée de Armageddon, la bataille de la fin des temps, et le retour pour les évangélistes du Messie, l'arrivée pour les Juifs. On n'a pas la même vision du Messie, comme on sait. Et donc il y a quelque chose qui fait un terreau religieux. Il y a quand même 40 millions en gros, d'évangélistes américains, tenants des différentes écoles religieuses évangélistes. Donc ça compte. Deuxièmement, il y a une identification du peuple au-delà des problèmes religieux, parce que les Américains aussi ont repoussé leurs frontières toujours plus vers l'Est, en chassant... vers l'Ouest. Vers l'Ouest, pardon, oui. De plus en plus vers l'Ouest, en chassant les autochtones. Et d'une certaine manière, ce que fait Israël depuis qu'il existe, ça dit quelque chose aux Américains. Bon, évidemment, tout cela étant dit, important, la toile de fond est toujours importante, il y a le fait qu'Israël est un relais fiable, puissant, y compris avec une armée qui est une des armées les plus performantes du monde, sauf quand on la concentre en Cisjordanie pour protéger les colons et qu'on délaisse les kibboutz qui avoisinent la bande de Gaza et où se passe ce qu'on a vu, qui est quand même lié directement aux décisions d'envoyer l'armée massivement en Cisjordanie. Donc voilà. Donc on a disons, plus les États-Unis ont été conscients de l'effritement et même maintenant de la baisse, disons, très nette de leur capacité hégémonique sur le monde, et plus ils ont eu besoin de relais. Donc il fut un temps où ils avaient un relais qui était l'Afrique du Sud, il fut un temps où il y avait un relais qui est Taïwan, où il y a un relais qui est Israël, un relais qui était assuré par le Shah d'Iran avant la révolution khoméniste. Bref, pour les Américains, c'est un point avancé et qui leur permet de déléguer une partie du rôle de contrôle de la région à Israël. Quand on dit contrôle de la région, c'est contrôle politique, c'est aussi contrôle économique et évidemment pétrolier.
Et alors les gens ne comprennent pas souvent que plus on approche du peak oil, du moment où la production de pétrole va baisser parce que les réserves, les ressources sont évidemment limitées, plus le pétrole sera une arme décisive. Quand il y en aura moins, la bataille pour le pétrole sera plus importante. J'ai lu un texte intéressant sur les stratégies qui sont discutées pour Gaza, et dans lequel, je ne dis pas que c'est vrai, je demande à voir, mais enfin, la chose est intéressante, qu'il y a ces fameuses ressources gazières en mer qui ont été découvertes assez récemment, qui ont fait l'objet d'un accord d'Israël avec l'Égypte, d'un accord avec le Liban, bien que les deux pays ne se reconnaissent pas. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas que de la politique ou de la stratégie, il y a aussi le contrôle des richesses. C'est même le principal en général. Sans doute. Donc pour finir, si on peut revenir un petit peu sur la fin de votre livre, donc sur la question de l'antisémitisme en France notamment, on va se concentrer sur la France. Bon, vous dites de façon historique que c'est un phénomène qui est relativement nouveau parce qu'avant c'était plutôt de l'antijudaïsme. Absolument, absolument. Bon, on n'aura pas le temps de tout traiter. C'est l'antijudaïsme chrétien, quoi. C'est ça. C'est le christianisme a été jusqu'à Vatican II sur une vision du monde selon laquelle les Juifs étaient un peuple déicide qui avait tué Jésus. Donc, ce qui est complètement idiot. Il suffit de regarder l'histoire de l'occupation de la Palestine par les Romains, on voit bien que Jésus a été victime des Romains, quand même. Donc après, en France, on a plusieurs phases donc, de construction de l'antisémitisme, enfin de développement, on va dire. L'affaire Dreyfus, vous en avez parlé. Bon, après, on a le pétainisme, bien sûr, et puis le négationnisme des années 80, incarné par Robert Faurisson. Bon, c'est un peu difficile de mettre tout ça dans le même sac. Je dirais quand même que il y a toujours une difficulté. Peut-être c'est un marxisme ossifié, un marxisme même vermoulu, si on veut, qui empêche les gens d'avoir une vision contradictoire des réalités. Sur l'antisémitisme, vous dites par exemple l'affaire Dreyfus. C'est indiscutable qu'il y a eu un levé de bouclier antisémite quand Zola a pris les positions qu'on sait. Une partie de la gauche était antisémite, hein, c'est vrai, une partie du mouvement syndical était antisémite, mais en même temps, qui a gagné ? Dreyfus. Donc cette page-là de l'histoire, c'est une page où l'antisémitisme est apparu au grand jour avec force, mais c'est aussi la défaite de Drummond, de tous ces gens qui... Voilà. Quand on parle de la guerre, discutablement, le régime pétainiste, n'en déplaise à Zemmour, c'était un régime antisémite, avec les lois qui ont, disons, chassé les juifs de la société économique, sociale, civique, quoi. Mais il y a eu la solidarité, et pas seulement de partis politiques ou de syndicats, la solidarité des braves gens. Moi, ma mère, elle était dans un village protestant qui s'appelle Chambon-sur-Lignon, et dans ce village et autour, toutes les zones d'Auvergne, donc autour, ils ont sauvé des milliers d'enfants juifs. Quand on fait le total, il y avait en France, en 1939, 330 000 juifs, français ou étrangers arrivés en France. Il y en a eu 76 000 qui ont été déportés, qui sont presque tous morts, 2000 seulement sont rentrés, mais ça veut dire que les 3/4 des Juifs n'ont pas été déportés. Or, on sait très bien, quand on connaît l'histoire de cette période, il suffit de lire Joly, enfin, il y a plein d'auteurs excellents, la réalité, c'est que on ne pouvait pas échapper aux rafles sans des gestes de la part soit de policiers qui prévenaient avant les rafles, soit de concierges qui cacher les enfants. C'est vrai qu'il y a aussi des concierges qui ont dénoncé, mais celles qui ont dénoncé, il y en a, mais celles qui ont aidé, il y en a, etc., etc. C'est-à-dire, on est dans une réalité très... on n'est pas dans le noir et blanc, ça n'existe pas, ça. Et donc, si on parle d'aujourd'hui, il faut faire pareil. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas entendre, comme audible,
quelqu'un qui dit il n'y a pas d'antisémitisme en France. Mais je ne peux pas entendre non plus le récit qui me dit que tous les juifs étaient collabos. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait, dans les années 60, quand j'ai commencé à m'intéresser comme adolescent à cette question, il y avait l'idée, un livre, je ne sais plus comment s'appelait l'auteur, c'était un Halimi, mais pas Serge ni Gisèle, évidemment. André, je crois, Halimi, qui parlait des 6 millions de lettres de dénonciation. Et j'ai gobé ça, comme tout le monde a gobé ça, hein, je veux dire, jusqu'à ce que Laurent Joly décide, récemment, d'aller dans plusieurs préfectures consulter le courrier. Les archives du courrier. Les archives des lettres de dénonciation. Et je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais à partir des préfectures où il a travaillé, il a fait une projection nationale, et ça nous dit qu'il y a eu 30 000 lettres de dénonciation. C'est un peu moins. Alors, c'est beaucoup moins. Alors aujourd'hui, c'est très important. Moi, je dis qu'il y a 3 baromètres qui permettent de juger de ce qu'on appelle l'antisémitisme d'aujourd'hui, moderne, qui n'est donc pas l'antijudaïsme chrétien, religieux, mais un antisémitisme racial, prétendument scientifique. Le premier thermomètre, c'est de savoir si les Juifs sont considérés par les Français, leurs congénères, comme des Français comme les autres. En 1946, l'IFOP, qui existait déjà, avait fait un sondage. Il y avait quelque chose comme une majorité, disons, je ne vais pas donner de chiffres précis. Majorité de Français disaient non, c'est pas des Français comme les autres. Aujourd'hui, on est à 90%. Donc, on peut parler d'autres sujets, je vais le faire, mais si on parle de l'idéologie antisémite, elle est marginale. Elle a été progressivement marginalisée. Ce qui n'est pas le cas de l'islamophobie. Ce qui n'est pas le cas de la haine des Tziganes. Ce qui n'est pas le cas de la haine des Noirs. Hein. On n'est pas devant une marginalisation à ce point. Deuxième thermomètre, c'est le niveau des violences contre les Juifs. Alors, il est vrai qu'il y a eu, au début des années 2000, une explosion d'actes antisémites. On est passé, disons, les chiffres montrent que les actes racistes ont été multipliés par 4 et les actes antisémites par 6. Depuis, on est sur une descente avec des hauts et des bas selon l'actualité proche-orientale ou française, hein, parce que les deux jouent, mais c'est quelques centaines par an. C'est évidemment trop, c'est toujours trop, mais enfin quelques centaines, si vous regardez les actes de violence en général, c'est des millions d'actes de violence. Donc, on doit relativiser les choses. En tout cas, aujourd'hui, on est très nettement, jusqu'au 7 octobre, sur une pente descendante des actes antisémites. D'ailleurs, je vous signale au-delà que Vincent Tiberge, qui a inventé l'indice de tolérance, système assez compliqué, je ne vais pas vous expliquer le système, mais ça permet d'avoir une tendance. L'indice de tolérance n'a pas cessé de monter depuis 20 ans. Donc, c'est ce que je dis de l'antisémitisme vaut à moindre niveau de l'ensemble du racisme. Il y a un troisième critère, et ça c'est vraiment extrêmement important, à mon avis, c'est la manière dont les choses sont ressenties. Et il est vrai que chez les Juifs en France, plus généralement en Europe, évidemment en Israël, le traumatisme qu'a représenté la Shoah, disons, ou le judéocide, je préfère judéocide, ça me paraît plus clair, est un traumatisme qui demeure. Il demeure parce qu'il est entretenu par certains, soit bien, soit mal. Je vais vous raconter là aussi un tout petit morceau du film de Eyal Sivan,
qui s'appelle Iskor, ça veut dire « Souviens-toi », c'est un film sur le rôle du discours sur la Shoah dans la vie politique israélienne. Et on a une petite séquence où une institutrice de maternelle parle avec des bambins, mais vraiment ils ont 3, 4, 5 ans, quoi, hein, c'est pas du tout des... Voilà. Et elle leur dit, comme ça, d'une traite, « Pharaon nous a tués, Hitler nous a tués, et les Arabes veulent nous tuer. » Cette éducation à la paranoïa, parce qu'on ne peut pas parler autrement d'un tel résumé de l'histoire, elle est extrêmement active, et donc elle explique que même là où il n'y a pas d'antisémitisme violent, la peur demeure. Avec une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que depuis le début de ce siècle, on a eu 15 juifs qui ont été tués en tant que tels. Ça renvoie à un quatrième élément, et après j'aurai fini la nomenclature de l'antisémitisme, ce sont les préjugés. Et là on voit que autant l'antisémitisme comme idéologie est marginalisé, autant les préjugés ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on a entre un quart et un tiers des Français qui disent les Juifs ont un problème avec l'argent, les Juifs ont une double allégeance à Israël et à la France, enfin, toutes sortes de préjugés anti-juifs. Alors on peut dire c'est pas grave, c'est des préjugés. Sauf que l'affaire Halimi, Ilan Halimi, nous prouve qu'un préjugé, ça peut tuer. Fofana, le chef du gang des barbares, hein, avait expliqué après la mort de Ilan Halimi qu'ils étaient certains qu'ils auraient une grosse rançon, puisque s'il est juif. Donc, s'il est juif, sa famille est riche. Hélas pour lui, et lui, Ilan, je veux dire, c'était pas le cas. Et donc, on voit là comme les préjugés peuvent être quelque chose qu'on peut négliger, mais il faut jamais oublier qu'ils peuvent déboucher sur des actes de violence. Ah bah, je vous propose de conclure maintenant. Hein. Donc, vous nous avez bien expliqué en quoi consistait le sionisme, donc qui est une opinion en fait, une opinion que voilà, les Juifs ont besoin d'un territoire en Palestine exclusif, etc. Et d'un autre côté, donc l'antisémitisme qui s'appuie sur des préjugés et qui est un délit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure là-dessus? Non, mais ce que je veux dire, c'est que on doit regarder la complexité du problème israélo-palestinien, à la fois comme quelque chose de complexe, je crois l'avoir dit, mais en même temps quelque chose de très simple. Il y a un territoire, il y a deux peuples, ils sont condamnés à vivre ensemble. Il n'y aura pas de nouvelle Nakba. On le voit d'ailleurs en ce moment. Les Israéliens ont demandé aux Palestiniens de se pousser vers le sud pour pouvoir bombarder et peut-être intervenir au nord de Gaza. Mais on ne passe pas la frontière parce que l'Égypte ne veut absolument pas accueillir de Palestiniens et eux-mêmes ne veulent pas partir. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement simple et c'est devenu complexe parce que c'est un très long conflit. J'observe quand même que quand on prend du recul, on regarde les années, les décennies passées depuis 1896, on a quand même un vrai doute sur la justesse de la pensée de Herzl. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, le lieu le plus dangereux pour les Juifs, c'est l'État d'Israël, qui était censé apporter le calme, la protection, la sécurité aux Juifs qui s'y masseraient. Et c'est si vrai que, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument méconnu en France. Chaque fois que j'en parle, les gens ouvrent des grands yeux. On connaît le chiffre tous les ans de l'Aliyah, c'est-à-dire l'émigration de Juifs d'ailleurs vers Israël. Mais l'inverse de l'Aliyah, qu'on appelle la Yérida, c'est-à-dire l'émigration d'Israël vers d'autres pays, on n'a jamais les chiffres. Et pour cause, on a fait tout un travail avec plusieurs experts. On
arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, disons en 2023, quoi, on a entre 600 000 et 1 million de juifs israéliens, citoyens d'Israël, qui n'y vivent plus. On a eu des chiffres là récemment, parce que le journal Haaretz a commencé à suivre cette question, plus attentivement qu'autrefois. Au Portugal, il y a 20 000 juifs qui sont rentrés au Portugal. Parce que l'État portugais aussi leur a donné le droit de le faire. En Thaïlande, il y a 10 000 juifs qui se sont installés récemment en Thaïlande. En Allemagne, on a plus de 100 000 juifs israéliens qui se sont installés dans les dernières années. Je sais ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, mais enfin quand même pour un juif, aller s'installer dans l'ancien Troisième Reich, même si ce n'est plus le Troisième Reich, c'était quand même une décision difficile à prendre. Donc là, on a un phénomène, il faut faire les proportions. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 6 900 000 juifs en Israël ou de colons en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Ça veut dire qu'il y a presque un Israélien sur 10 qui a quitté le pays. Imaginez qu'on ait 7 millions de Français qui quittent la France. C'est bien plus qu'un problème de démographie, c'est un phénomène qui traduit, à mon avis, non pas une position politique, de gauche, de droite, peu importe, c'est un doute sur la capacité de cet État à assurer la paix, non pas la nôtre, mais celle de nos enfants. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. Il y a même eu, j'ai du mal à y croire, mais bon, les sondages sont, on sait quelque chose de très relatif. Il y a eu un sondage récemment qui disait qu'une majorité de juifs israéliens se posaient la question de partir. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Dominique Vidal. Avec plaisir. Du coup, bah, on enchaînera donc, après cette vidéo avec d'autres vidéos sur le sujet. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Au revoir.